Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 119. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel. C'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. De mon côté, on est aujourd'hui dimanche et j'enregistre ça à la fois last minute et alors que ma fille s'en va chez sa grand-mère. On n'avait pas les joies de la grand-mère depuis 6-7 semaines parce qu'elle était partie dans un long voyage outre-mer, comme elle fait à chaque hiver. Et ça fait que notre gardienne préférée, dans le fond, celle qui nous donne des fois des petits... de l'aide le soir et les fins de semaine n'était pas présente. Et donc, on en profite cette fin de semaine et j'en profite pour travailler. Parce que ça me tente de travailler. J'ai la tête en ébullition puis j'ai envie de mettre à profit ce temps-là que j'ai enfin pour moi. Et voilà. Hein? Petit unshaming du travail de fin de semaine pour celles qui se sentent inspirées parfois de prendre ces moments pour elles. Je sais qu'il y a cette fameuse injonction du temps de repos, mais sachez que si vous prenez votre temps de repos ailleurs dans la semaine, vous avez le droit de travailler à la fin de semaine. Bref, je voulais juste dire ça. C'est aussi une période intense ici dans Aime ta marque parce que c'était un peu étrange cette année. Le mois de janvier, pour moi, a été complètement un write-off, c'est-à-dire qu'on l'a complètement enlevé de la map. J'ai eu des petits... pas des soucis, mais des situations au niveau de ma santé, etc., qui fait que presque tout le mois de janvier, j'avais des très, très bas niveaux d'énergie et je n'ai pas avancé autant les projets que je voulais avancer. Ça fait pas que ma tête ne fonctionnait pas, c'était juste que j'étais pas capable de les mettre en branle, ce qui fait que là, maintenant, il y a du rattrapage, mais aussi du rattrapage parce que je pars pendant 2 semaines à Hawaï au mois de mars. Et vous savez c'est quoi, hein? Préparer des vacances. Puis c'est pas juste préparer le travail pour les vacances, c'est préparer les vacances. Puis 2 semaines, puis en plus je pars avec ma fille, puis encore une fois ma mère. 2 semaines parties loin comme ça avec un enfant de moins de 5 ans. Ça peut être challenging. Bref. Fait que ça, c'était par rapport à moi, mais aussi... Ce qui est quand même assez chargé cette année, c'est que je suis, puis c'est en lien avec l'épisode d'aujourd'hui naturellement, c'est que je suis 2 certifications en fait, une après l'autre. La deuxième n'est pas encore commencée, mais elle commence imminemment. Des certifications de coaching, la première pour le coaching avec l'inconscient, la deuxième en coaching féministe. Et je suis plongée dans... moi, je suis une autodidacte de pas mal tout ce que je fais, en fait. Et je n'ai jamais suivi de certification de coaching, ce qui ne m'empêche pas d'avoir une business qui fonctionne très bien, même mieux que ce que j'aurais même pu imaginer avec le coaching. J'étais une autodidacte en marketing aussi. Ça ne m'a pas empêché de faire dans les 6 chiffres comme salaire, etc., mais là, cette année, j'avais envie d'aller chercher quelques outils un peu plus structurés, je dirais. Et un, c'est le coaching avec l'inconscient. Puis c'est pas de la PNL en soi, c'est vraiment au-delà de ça parce qu'on mélange plusieurs techniques et c'est pas axé par rapport à une école. Mais bref, le but ici, c'est pas genre de vous parler de exactement ce que je fais dans ces 2 certifications-là, mais bien de vous dire que ce début d'année a été marqué par une phase intense où je me suis mis dans un rôle d'apprentissage. Puis pour celles qui ont été à l'université ou peu importe, vous avez fait ce genre de programme-là, vous savez que quand on se met en phase d'apprentissage, ben ça vient nous mettre cognitivement dans un autre état et c'est quand même assez
intense, je dirais, sur le système des fois, surtout quand, dans mon cas, c'est très intensif, hein, c'est sur 3 mois la première certification, puis on a des week-ends intensifs, tu sais, un week-end peut durer une dizaine d'heures de formation, puis on en a à chaque semaine, puis on a des séances de pratique, puis je pratique avec mes clients, puis tu sais, il y a beaucoup de matériel et de choses très concrètes à pratiquer. Et ça me met dans un nouveau mode, dans le fond, cognitif, où je suis moins... je dirais pas moins productive, parce que je suis très productive, mais j'ai besoin d'absorber beaucoup d'informations aussi. Et ça m'a fait réfléchir, parce que je réfléchis beaucoup à ça aussi, notamment avec la restructuration qu'on fait dans Money Brand, et parce que là, on avait fermé les portes à la fin décembre pour finir cette restructuration-là, parce qu'on est en train de faire de gros changements au niveau de comment le flow d'apprentissage est optimisé pour nos clients, beaucoup comment on a structuré les outils, hein, parce que le contenu est là, mais on voulait améliorer l'expérience d'apprentissage. Fait qu'on réfléchit beaucoup à l'apprentissage en ce moment dans Money Brand, et aussi avec mes clients, parce que, veux pas, ben tu sais, vous le savez, hein, dans mes sujets fétiches, on a le syndrome de la bonne élève. Tu sais, j'ai beaucoup de gens dans mes communautés, parce que hein, il y a beaucoup de femmes aussi qui m'écoutent, qui ont beaucoup de problématiques avec le perfectionnisme, avec le syndrome de l'imposteur, qui, selon moi, sont encore une fois reliés de près ou de loin avec notre relation qu'on a avec l'apprentissage. Puis là, c'est ça que je voulais parler aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'est-ce que c'est d'apprendre quand on est entrepreneur? Et aussi, je voulais parler un peu de comment je perçois tout ce fameux domaine de la formation, spécifiquement de la formation en entrepreneuriat. Parce que j'ai des opinions quand même assez arrêtées là-dessus, et je voulais développer un peu sur ma vision et vous dire comment moi, j'encourage aussi mes clients dans Money Brand, mais aussi les gens qui travaillent avec moi à différents niveaux, de percevoir leur rôle quand ils se mettent eux-mêmes dans le rôle d'apprenant, ou quand ils se mettent eux-mêmes dans le rôle de coacher, etc. Parce que dans ma philosophie de l'apprentissage, il y a une énorme aplanissement des rôles, où c'est pas vrai qu'il y a comme un professeur qui est en haut et qui sait tout, qui ensuite transmet de l'information, mais qu'il y a vraiment cette espèce d'échange et de laboratoire où on vient expérimenter notre propre intelligence entrepreneuriale. Mais bon, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Et ouais, voilà. Donc, la première chose peut-être que je voulais juste commencer avec une anecdote, parce que ce que je trouve intéressant avec l'apprentissage quand on le lie avec l'entrepreneuriat, c'est que souvent, tu sais, il y a une portion de cet apprentissage qui va être naturellement, il faut que j'apprenne des trucs genre, c'est quoi les constitutions légales des entreprises, hein? C'est comme une information quand même assez facile à aller chercher. Il y a les incorporés, les incorporations, il y a les travailleurs autonomes, etc. Je dois apprendre des aptitudes, comme par exemple, je dois apprendre à faire un reel sur Instagram, ou je dois apprendre à rentrer dans WordPress. Peut-être que je vais apprendre à faire du HTML de façon très basique, tu sais, des espèces de skills comme ça, hein, apprendre à faire une publication sur Canva. Et il y a un autre apprentissage aussi qui est beaucoup plus axé sur la résolution de problèmes. Puis là, c'est là que moi, ça m'intéresse réellement, parce que de nos jours, tu sais, avec tous les tutoriels qu'on a sur YouTube, toute l'information qu'on a sur Google, la connectivité qu'on a avec la majorité des gens autour de nous, les 2 premiers types d'apprentissage, bien souvent, peuvent être faits de façon assez naturelle. C'est celui où on parle de l'apprentissage en résolution de problèmes, que là, je pense qu'il y a beaucoup de réflexion et d'intégration à faire quand on est entrepreneur, parce que la problématique, c'est que dans le système éducatif actuel et dans celui où on a probablement été élevé, la résolution de problèmes était quelque chose de très
restreint à certaines disciplines, hein, résolution de problèmes en mathématiques, résolution de problèmes où il y avait une méthode qui nous était enseignée et un résultat qu'on devait atteindre pour prouver qu'on avait maîtrisé la méthode. Mais là, quand on arrive dans quelque chose comme l'entrepreneuriat, on a de la résolution de problèmes très complexes, hein? C'est des problèmes stratégiques, mais des fois, ça peut être aussi des problèmes relationnels, des problèmes de pensée. Puis quand je dis problème de pensée, c'est-à-dire qu'on perçoit des réalités qui sont pas nécessairement qu'elles sont justes ou non, mais vraiment qu'elles ne sont pas utiles. Tu sais, on a des cadres de perception qui sont biaisés et qui nous empêchent d'atteindre certains résultats, hein, d'atteindre le résultat que nous, on tente obtenir avec certaines actions. Et ce qui se passe, c'est que là, en ce moment, il y a une énorme économie qui est faite autour de la formation et la formation en entrepreneuriat où on focus beaucoup sur l'informatif, sur les méthodes et sur les techniques. Et ce que je trouve, c'est qu'on n'encourage toujours pas assez tout ce champ-là de résolution de problèmes et donc d'empowerment à travers les skills qu'on développe comme entrepreneur. Et ce que je remarque aussi, puis j'avais fait une publication sur Instagram et LinkedIn, je vais vous mettre les liens dans la bio, où je parlais du fait que beaucoup de gens disent être addicts à l'apprentissage, hein, addicts aux formations, des gens qui collectionnent. Puis, vous êtes peut-être une de ces personnes, mais collectionner des formations en ligne, acheter des méga bundles, et puis finalement, genre, juste pour absorber de l'information, qui, by the way, puis ça, on n'en parlera pas nécessairement aujourd'hui, est une forme de procrastination, mais en absorbant de l'information et en se mettant dans un rôle d'élève, entre guillemets, on est en train de répliquer un rôle qu'on connaît bien dans notre vie, hein? Surtout si on était sécurisé dans un contexte scolaire où on pouvait avoir « OK, quelle est ma note? Est-ce que j'ai réussi? Est-ce que j'ai pas réussi? » Tu sais, ce cadre très fermé et limité qu'était le système éducatif pour nous confirmer dans certaines choses. Mais la problématique avec ces formations-là, c'est que même si elles sont très bonnes pour nous donner des informations, donc packager des informations, bien souvent qu'on pourrait trouver sur Google, YouTube, etc., ça demeure que c'est probablement très futile ou semi-inutile dans notre day-to-day parce que ça va simplement nous apprendre une autre technique alors qu'on n'est même pas capable de voir le big picture à travers lequel on est capable de prendre des décisions empowered. Fait que, tu sais, il y a cette obsession de dire « Ah oui, j'adore les formations en ligne, je pourrais genre apprendre toute la journée, toute ma vie, si seulement je pouvais être payée pour apprendre. » Mais ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, les personnes qui disent ça, quand elles parlent de ça, elles parlent d'une seule phase de l'apprentissage, qui est cette phase d'absorption. Tu sais, dans la phase d'absorption où on va dire « Ah, j'ai appris X, Y, Z, je sais, genre, toutes ces belles choses, je sais comment faire de la reprogrammation neuronale, j'ai eu toute ma checklist de PNL, j'ai mon diplôme de l'école d'entrepreneurship, nanana. » Bravo, A+, et là, on arrive dans le contexte de l'entreprise ou dans un contexte concret, réel, et on n'arrive pas à les appliquer. Et voilà, tu sais, genre, la problématique avec ça, c'est qu'on peut pas faire de résolution de problème quand on est en phase d'absorption, et la résolution de problème arrive simplement quand on active une deuxième phase, qui est la phase de création. Puis dans la phase de création, puis là, encore une fois, hein, je suis pas une PhD en apprentissage ou je sais pas quoi. Donc, ces phases-là dont je vous parle, c'est pas des phases nécessairement recherchées et documentées, mais c'est vraiment comment moi j'ai observé aussi l'apprentissage. Puis juste comme parenthèse, toute ma vie, j'ai mentoré en passant. Que ce soit au secondaire, je faisais du mentorat bénévole, mais aussi au collège, au cégep, j'étais mentor en philosophie et en français. Ensuite, j'ai travaillé en alphabétisation.
Et ce qui est intéressant avec l'alphabétisation, c'est que les personnes qui sont analphabètes, bien souvent, sont passées par le système scolaire, où ils ont échoué à travers le système scolaire, et on doit trouver des modes alternatifs pour leur permettre d'apprendre certaines aptitudes essentielles, comme la lecture et l'écriture, mais ils étaient juste, soit ils ont été traumatisés, ou ils n'ont pas été capables, ou c'était pas adapté à leur neurotype ou des choses comme ça. Il faut trouver des modes alternatifs de leur apprendre des choses, et voilà sur quoi je base aussi ma réflexion autour de l'apprentissage. En plus de, tu sais, comme je vous ai dit en début d'émission, étant une personne très autodidacte, j'ai une façon très différente aussi d'aborder les contextes d'apprentissage. Donc, quand on rentre en phase de création, la problématique, c'est que on entre aussi dans une phase qui est très inconfortable. Hein? C'est une phase où, soudainement, on perd pied, entre guillemets, sur toutes les informations qu'on a absorbées. Et là, peut-être comme on ne sait pas où aller chercher la bonne info, on ne sait pas à quelle place vont chacune des choses. Et là, c'est là, que notre esprit créatif doit commencer à faire des liens. Et c'est là, aussi, que ça devient un peu la montagne ou le grand inconfort de devoir faire ces liens-là et d'avoir l'impression qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment faire quelque chose, qu'on a l'impression de j'ai fait toutes ces formations, je sais toutes ces choses-là, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi j'ai pas les résultats? Parce qu'on est en phase de résolution de problèmes et on n'est pas encore capable de faire les bonnes connexions et les bons liens pour être capable d'arriver à la solution qu'on veut arriver. Et quand on est dans la phase de création, ça implique plusieurs choses. Hein. Ça implique tout d'abord qu'on doit prendre des risques. Puis là, je vous parle de ça en étant face à face à un de mes tableaux que j'avais fait jadis quand j'étais dans moi, je faisais des séances de peinture créative. Et ce qui est super intéressant quand on fait de la peinture ou n'importe quel art visuel comme ça, c'est que on est devant le canevas, on fait nos premières marques, on fait nos premières traces, et ensuite, chaque trace qu'on fait de plus est un risque qui a le potentiel de, entre guillemets, gâcher l'œuvre comme on se la conçoit à nous-mêmes, sauf si on accepte que le tableau lui-même est une exploration. Et donc que chaque geste a sa place, chaque trace a sa place, et notre rôle, c'est pas tant de arrêter le geste, mais vraiment de faire le geste et ensuite en faire un autre après et un autre après, jusqu'à ce qu'on trouve l'harmonie, jusqu'à ce qu'on trouve la, entre guillemets encore, solution à notre tableau. Et l'apprentissage, c'est un peu cette même chose-là où on doit prendre des risques à tenter une réponse, tenter une prochaine réflexion, tenter une certaine résolution, que ce soit, hein, par exemple, qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un nous envoie un courriel fâché parce qu'il est arrivé X, Y, Z, on va pas trouver la réponse dans nos livres d'activité. Puis même si on allait demander à n'importe qui, probablement que personne A nous donnerait une réponse, personne B nous en donnerait une autre, personne C nous en donnerait une autre. Alors là, on doit prendre un risque, prendre tout ce qu'on connaît, prendre tout ce qu'on conçoit et comment on veut régler ce problème-là, écrire un courriel à la personne fâchée et ensuite ajuster par rapport à ce qui se passe, ce qui va se passer à partir de là. Donc, on est dans une phase de création, on est dans une phase qui est inconfortable parce que les réponses, les certitudes ne sont pas là. Ça implique aussi donc qu'on va nécessairement être dans l'imperfection. Parce que dès qu'on recherche la perfection, hein, c'est un type, encore une fois, de procrastination à l'action. Parce que quand on cherche la perfection, justement, la perfection du geste sur le tableau ou la perfection du courriel qu'on va envoyer, on va toujours être dans cette peur ou dans cette conscience qu'on doit donner une réponse finale, définitive, dans laquelle, toute notre valeur va être ramassée d'une certaine façon. Donc,
être dans la phase de création implique l'imperfection parce qu'on va jouer avec cette imperfection-là et la transformer continuellement en quelque chose d'autre. Ça implique aussi de l'humilité parce que, encore une fois, tu sais, l'apprentissage, c'est incrémentiel. Ça, je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus, peu importe comment on perçoit l'apprentissage. Mais ce que je remarque souvent, c'est que, tu sais, puis là, je parle at large, là, genre de plusieurs d'expériences que j'ai eues avec mes clients où j'avais l'impression que je leur donnais par exemple, une activité à faire. On va prendre, mettons, le client idéal ou peu importe. Et il y a cette notion, que genre la finalité doit être... La réponse doit être le plus parfait possible parce qu'elle est finale. Première erreur de pensée. Et 2, que, tu sais, quand on considère que quelque chose est... Et 2, que il devrait l'avoir du premier coup. Puis quand on pense qu'on doit avoir quelque chose du premier coup, on n'a pas l'humilité de voir l'apprentissage comme quelque chose d'incrémentiel et donc qui vient pas à pas. Puis là, je vous donne un exemple vraiment random, OK? Que vous allez... Ben, c'est pas random, en fait. Je sais exactement pourquoi je vous donne cet exemple-là, mais vous allez voir, vous allez dire pourquoi elle parle de ça quand il est question de incrémentiel. L'autre jour, j'étais dans ma certification, hein, on avait une séance, c'était à la fin d'une de ces semaines intensives, et à la fin, quelqu'un a suggéré qu'on fasse des démos avec des étudiants. Donc, que des étudiants aillent devant le groupe et coachent quelqu'un d'autre devant les instructeurs, devant nos coachs, qui allaient ensuite nous donner des pistes et des choses comme ça. Et ça a donné que, bon, j'ai dit, c'est une super bonne idée. Puis là, ma coach m'a appelée à l'avant et elle a appelé une autre personne à l'avant aussi. Mais à l'avant, on s'entend, on est sur Zoom, là, en mise en évidence. Et là, elle a demandé qui veut coacher. Et là, à ce moment-là, moi qui étais comme, hey, j'ai levé ma main puis tout ça, j'ai paralysé, j'ai complètement figé. Et l'autre personne qui était avec moi était comme, oui, moi, je vais coacher. Et la raison pour laquelle j'ai paralysé, c'est que j'avais peur. J'étais intimidée. On était dans un groupe de 300 personnes sur Zoom. Mes 2 mentors, je les respecte énormément. Je me sens, tu sais, c'est rare que je dise ça, mais tu sais, il y a une partie de moi qui se sent intimidée face à elle. Et à ce moment-là, ben, même si, à quelque part, je voulais absolument avoir leur feedback, j'ai choqué. Et après ça, bon, on a fait la séquence. L'autre personne, elle a eu tous les commentaires qu'elle avait. Moi, j'ai été comme la cobaye à quelque part. Et après ça, après la séance, quand tout le monde a raccroché, je me sentais extrêmement mal parce que je me disais, j'ai manqué ma chance. J'ai manqué ma chance d'avoir le feedback que je voulais. J'ai manqué ma chance de me faire valider. J'ai manqué ma chance de montrer ce que je suis capable de faire, etc. Puis, après ça, tu sais, en réfléchissant à tout ça, tu sais, après ça, ça a pris quand même quelques jours, je vais pas vous le cacher, mais je vous parle de ça comme une expérience d'apprentissage parce que pour moi, c'était comme, OK, j'ai pas eu le feedback de mes instructeurs. Par contre, j'ai eu le feedback de moi-même sur une autre information très importante qui était je me suis sentie intimidée. Voici où j'en suis à propos de la confiance que j'ai de me montrer, de me tromper devant les autres, de recevoir de la critique, etc., etc. Donc, même si je n'ai pas eu l'expérience d'apprentissage que je pensais avoir ou que je pensais vouloir, j'ai eu une autre expérience d'apprentissage qui m'a dit « t'étais dans une autre partie de cet apprentissage-là qui est « il faut que tu acceptes de te tromper. Voici ce que tu dois apprendre là maintenant. » Et si j'avais si j'avais manqué peut-être un peu d'humilité envers moi-même, je me serais dit, tu sais, j'aurais été encore plus dure envers moi-même en me disant, ben, tu sais, je suis pas courageuse, j'aurais dû, tu sais, c'est quoi mon problème, nanana, au lieu de voir, dans le fond, c'était quoi l'incrément que j'étais en train d'aller chercher avec cette expérience-là.
Et donc, ça me mène à cette autre notion aussi quand on est dans cette phase-là, genre de résolution de problèmes et qui est créative, c'est que ça implique de la curiosité radicale. Et quand je dis curiosité radicale, c'est comme justement dans cette circonstance-là, dans cette anecdote-là, de dire si j'avais à apprendre quelque chose de ça, qu'est-ce que c'était? Si j'avais à voir la situation d'une autre façon, qu'est-ce que c'était? Si j'avais à utiliser mes outils que j'ai déjà pour me coacher à travers ça, ou peu importe, même faire peut-être les méthodes que je suis en train d'apprendre sur moi-même, qu'est-ce que je retrouverais? Et cette curiosité-là me permet ensuite de changer de perspective, qui me permet ensuite de faire les incréments vers cet apprentissage. Donc, souvent aussi, ce que je conçois, c'est que parce que quelque chose ne fonctionne pas du premier coup, ben là, on abandonne. Et là, ce qui arrive, c'est qu'on n'ouvre pas nos yeux avec curiosité à savoir, ben peut-être que c'était juste, tu sais, peut-être que j'ai eu 90% de ce que je devais avoir, mais il y avait un 10% qu'il fallait tweaker, mais si on va pas chercher le 10%, parce qu'on considère que le tout est un échec, ben là, on n'est pas capable, genre, d'entrer dans ce fameux apprentissage de résolution de problèmes. Fait qu'en gros, apprendre, selon moi et selon ma philosophie, surtout en entrepreneuriat, ça se fait dans l'action et ça se fait surtout quand on est confronté à des problèmes. Et si on n'est jamais confronté à des problèmes, premièrement, c'est parce qu'on la joue extrêmement safe, mais deuxièmement, c'est probablement parce qu'on n'est pas dans l'action. Parce qu'on est extrêmement, encore une fois, où on a peur d'entrer dans cette action-là, où on a l'impression que chaque problème qui surgit est un problème en soi et donc ne devrait pas être. Alors que c'est complètement... ça va à l'encontre de ce qu'on essaye de faire ici. Donc, l'expansion et la maîtrise vont main dans la main. Tu sais, ce qui est intéressant avec cette notion de l'apprentissage-là, qui est dans la résolution de problèmes et dans accéder à son intelligence entrepreneuriale, c'est que quand on va au-delà de juste absorber de l'information, demander genre comment on fait X, Y, Z, puis qu'on est vraiment en train d'activer ces neurones-là, puis ces processus-là qu'on intègre pour soi-même, on est capable ensuite, tu sais, notre cerveau va prendre cette nouvelle connexion neurologique et l'expansionner, je sais que c'est pas un mot là, mais l'expansionner dans plusieurs autres parties. Donc, dès que, par exemple, genre, j'apprends à reconnaître mon discours négatif, je prends ça comme exemple, ou reconnaître mes pensées sabotage, ben, c'est intéressant parce que si je l'ai reconnu dans un contexte, par exemple, le contexte avec... ma relation avec les erreurs ou le fait de me tromper, ben là, mon cerveau il est comme « Ah, good, OK, connexion intéressante. Maintenant, où est-ce que je retrouve ce pattern-là dans d'autres parties de la business, dans d'autres parties de ma vie? » Et là, il étend ces connexions de cette façon-là et c'est comme ça qu'on apprend de façon holistique aussi. Mais il faut qu'on laisse au cerveau faire ces connexions-là. Et si on attend simplement que quelqu'un nous en donne des nouvelles, on n'est plus capable ensuite de faire ce mapping-là qui va s'extérioriser davantage. Donc, l'expansion des aptitudes, le cerveau va faire des liens, ça va main dans la main aussi avec notre désir de maîtriser quelque chose. Et c'est là ici aussi que, tantôt je parlais d'humilité, mais il y a quelque chose aussi de la résilience quand on parle de maîtrise, puis je parle souvent de ce livre-là, The Rise, que je vais mettre aussi dans les commentaires dans les notes de l'épisode de l'historienne de l'art américaine Sarah Lewis, qui est comme un livre complètement coup de cœur pour moi, où elle parle de comment les grands créateurs, les innovateurs, les scientifiques, les aventuriers, puis tout ça, genre comme accèdent à ou comment ils travaillent avec l'échec pour devenir des maîtres dans leur art ou de devenir des gens beaucoup plus résilients ou peu importe. Et cette notion de maîtrise-là, ce qui est vraiment important, c'est qu'elle doit être stimulée de façon autonome. Elle doit être stimulée de façon autonome par notre désir de devenir meilleur à quelque chose ou d'accéder à certains résultats ou de se dédier à une pratique quelconque. Et la pratique de la résolution de problèmes
Encore une fois, on peut l'expandre dans plein de situations de notre vie, parce que je pense que puis c'est pour ça aussi que je trouve que, tu sais, beaucoup, par exemple, de mères ou de parents vont être vont avoir des bons réflexes d'entrepreneurs et vice-versa, parce que on est dans deux sphères de résolution de problèmes qui sont peut-être différentes à première vue, mais qui activent les mêmes types de besoins au niveau, genre, de notre réflexion, de notre cognition, etc. Donc, le désir de maîtrise doit être stimulé de façon autonome, puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui, dans le contexte académique traditionnel ou même dans les formations traditionnelles, manque cruellement dans les valeurs, parce que souvent, ce qui va arriver, c'est qu'on va tellement vouloir gamifier l'expérience, on va vouloir donner des diplômes, on va devoir donner des carottes à tout point de vue, que parfois, ce qui arrive, c'est que parce qu'on sait qu'on veut le diplôme à la fin, ou on se dit simplement, il faut que je termine, genre, ce programme que j'ai commencé, on n'est pas dans l'activation autonome de notre désir de maîtrise. On est plutôt dans une motivation extrinsèque, qui n'est pas mauvaise en soi. Tu sais, on a besoin de motivation extrinsèque de plusieurs façons pour s'aider à travers notre quotidien. Mais s'il n'y a pas d'intentionnalité de dire comme « Hey, je veux devenir meilleur à résoudre des problèmes entrepreneuriaux » versus « Je vais faire les cours pour avoir des A+, pour pouvoir genre avoir mon diplôme, puis ensuite avoir confiance une fois que j'aurai le diplôme », on est dans deux modes de réflexion complètement différents. Puis c'est la raison pourquoi, tu sais, je fais pas nécessairement confiance à la plupart des formations entrepreneuriales, tu sais, les écoles d'entrepreneuriat, puis toutes ces formations-là, genre qui donnent des diplômes en entrepreneurship. Parce que, comme j'ai expliqué au début, tu sais, je pense que ça focus beaucoup sur ce type d'apprentissage qui est plus au niveau de l'absorption, et aussi dans des cadres très fermés de résolution de problèmes où on outsource, où on donne, genre, tu sais, comme le mot final ou le pouvoir final de la résolution de problèmes sur une autorité externe. Petite gorgée d'eau, excusez-moi. Donc, le diplôme lui-même, selon moi, décourage la stimulation autonome de ce désir de maîtrise. En plus de introduire cette fameuse hiérarchie des autorités ou des concepts, ou, par exemple, tu sais, une des choses qui est le plus difficile à faire, je trouve, avec mes clients, c'est leur désapprendre tout ce qu'ils ont appris, par exemple, en marketing, et de leur réapprendre sous une autre, tu sais, comme leur faire voir, par exemple, tout ce qu'ils ont appris d'une autre perspective. Puis là, j'ai un bel exemple. Je donnais mon atelier dans le programme Trouve ton flow de créateur, et on parlait de écrire une brand, puis là, il y avait une discussion où quelqu'un disait que la personne elle a perdu sa personnalité à l'écrit, quelqu'un qui aimait écrire, qui aimait la littérature, etc., qui avait une belle plume, mais qu'à force de se faire dire qu'il fallait qu'elle écrive des phrases courtes, puis qu'elle fasse des sauts à la ligne, puis qu'elle écrive de cette façon-ci et ça, pour bien écrire sur le web, puis écrire des bonnes copies, puis faire du bon copywriting, puis tout ça, ben ça l'a complètement aliéné de sa propre personnalité à l'écrit, parce qu'elle était trop axée dans « il faut que je suive les règles ». Parce qu'il y a une autorité externe qui m'a dit « Voici comment tu dois mieux écrire, etc. » Et là, la problématique ou la chose que je dois faire le plus souvent avec mes clients, c'est qu'on doit voir, OK, t'as appris des notions qui, en soi, ne sont pas mauvaises, ne sont pas fausses. C'est pas genre, on jette tout à la poubelle, mais comment est-ce qu'on peut juste les prendre et les intégrer dans ce processus créatif-là, sans pourtant qu'elles deviennent des finalités. Puis c'est ce changement de perspective-là constant, genre, qu'on doit opérer au niveau entrepreneurial pour dire « j'ai appris des choses ». Il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui ont été prouvées par d'autres ou qui semblent marcher ou fonctionner pour d'autres. Maintenant, comment est-ce que je peux imbriquer ça dans ma façon de comprendre le monde, l'univers, ma clientèle, mon offre, etc.
Donc, dans mes programmes, c'est super important que, tu sais, c'est une des premières choses que je dis aussi dans la présentation, c'est on est dans un univers non hiérarchique. Il y a des choses qui vont fonctionner pour certaines personnes, il y a des choses qui vont fonctionner pour d'autres. L'important, c'est de créer une logique interne. Et les cadres théoriques, bien souvent, nous empêchent, bien souvent par nos conditionnements, l'exploration libre et la résolution intuitive des problèmes. Puis, ce que je fais beaucoup en coaching, c'est qu'on doit aller libérer l'esprit de ces conditionnements-là pour permettre ensuite à notre cerveau de vraiment agir à un niveau créatif pour résoudre les problèmes. Et parfois, ça veut dire connecter avec l'intuition, connecter avec les ressentis, tu sais, comme reconnecter avec les différents types d'intelligence et d'informations qu'on reçoit, sans simplement se baser sur le fameux manuel théorique. On m'a dit qu'il fallait que je fasse ci, on m'a dit qu'il fallait que je sois sur Instagram, on m'a dit qu'il fallait que je fasse 3 publications par jour, on m'a dit que blablabli, blablabla, ce qui est le propre de la majorité des formations en ligne en ce moment. Vous comprenez où je veux en venir avec ça? Donc, comment on apprend quand on est entrepreneur? On va comme wrapper ça un petit peu, là, mais comment on apprend quand on est entrepreneur? Pour moi, ça se résume en quelques mots. Ça veut dire bâtir la confiance dans notre intelligence entrepreneuriale. Le mot confiance est extrêmement important parce que, encore une fois, il y a des choses qu'on va devoir désapprendre, il y a des plis qu'on va devoir enlever et il y a des autorités qu'on va devoir enlever de leur piédestal aussi pour reprendre le contrôle sur cette fameuse intelligence entrepreneuriale qu'on a et qu'on veut développer. Puis là, c'est important de juste ajouter ici un mindset fixe versus mindset de croissance. L'intelligence n'est pas innée, surtout pas l'intelligence entrepreneuriale. La résolution de problèmes est une aptitude qu'on peut développer, qu'on peut apprendre à aimer. Et c'est ça, notre rôle comme entrepreneur, c'est d'apprendre à apprendre. D'apprendre à résoudre. Donc, bâtir la confiance dans son intelligence entrepreneuriale, la résolution de problèmes de pensée, bien souvent, puis ça implique toutes les fameux erreurs de pensée, hein, les paradigmes dans lesquels on évolue, qui ont besoin parfois d'être brisés. Puis ça, c'est pour ça que moi, j'adore mon travail de coach. C'est comme, OK, là, en ce moment, les paradigmes dans lesquels tu évolues t'empêchent d'accéder à X, Y, Z solutions parce que voici les contraintes qui sont imposées. Question, est-ce qu'on peut enlever ces contraintes? Parfois oui, parfois non, mais c'est ça qu'on doit aller figurer pour chaque personne. En second lieu, je pense que, tu sais, comme on apprend qu'on est entrepreneur, c'est vraiment de stimuler son apprentissage par des problèmes de plus en plus complexes et donc d'être vraiment dans l'action. Puis, tu sais, encore une fois, c'est une raison pour laquelle j'ai bâti Money Brand de façon à ce que le contenu est accessoire. Oui, il y a des activités, oui, il y a des exercices, oui, il y a des workbooks, oui, il y a plein d'affaires comme ça, mais pour moi, ça, c'est même pas le plus important du programme. Le plus important du programme, c'est que toutes les semaines, tu as la possibilité de venir poser des questions à une coach, à moi ou à un membre de mon équipe, d'avoir du feedback, d'avoir des perspectives différentes, de venir identifier les erreurs de pensée, de venir voir où tu peux célébrer quelque chose que tu as avancé ou quelque chose qui peut-être, tu sais, tu te demandes, ben comment ça se fait que j'y arrive pas de cette façon-là? Puis là, on peut brainstormer ensemble. Pour moi, c'est ça vraiment la valeur d'un programme entrepreneurial, c'est de dire, quand on est dans ce mode résolution de problème parce qu'on est dans l'action, ben où est-ce qu'on peut amener ça? Parce que, tu sais, après ça, genre, le contenu, ouais, OK, genre, fine, tu peux le faire de ton côté, tu sais, c'est comme ça initie des réflexions, ça initie de la tu sais, des actions aussi, là, veux pas, mais c'est pas ça le cœur de comment moi je vois l'apprentissage entrepreneurial. Et ultimement, ben pour arriver à aider mes clients à bâtir la confiance dans leur intelligence entrepreneuriale, ben moi, comment je le vois, c'est que mon rôle, c'est de leur donner des outils qui sont à la fois des perspectives et des méthodes. Et quand je dis méthode, ça veut pas dire qu'il n'y en a
qu'une. Je propose des méthodes. J'invite des gens à venir proposer des méthodes. On discute de méthodes différentes. Et ces méthodes-là, après ça, c'est toujours optionnel. Il n'y a pas une méthode pour se rendre de point A à B. Il y a peut-être des méthodes que moi j'ai utilisées qui étaient beaucoup plus rapides, qui étaient beaucoup plus logiques pour moi, des choses que j'ai vues auprès de mes autres clients ou des choses comme ça. Mais l'important, c'est de voir à travers les outils, les méthodes, les perspectives, ça va être quoi? Tu sais, ça va être quoi notre palette de couleurs avec laquelle on va faire notre tableau? C'est ça qui m'intéresse à moi. C'est pas de voir quelqu'un arriver avec genre, tu sais, ses workbooks tout fait, son petit diplôme à la fin, puis de dire « J'ai tout fait de façon parfaite, maintenant, genre, tu sais, dis-moi quoi faire. » Non. C'est comme, est-ce que t'es en confiance de ton intelligence entrepreneuriale, de prendre les bonnes décisions, même si tu le sais, il va y avoir des problèmes qui vont surgir parce que c'est comme ça que tu deviens meilleur. Alright, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Je m'attendais pas à ce que ça soit un genre de cours sur le méta-apprentissage ou je sais pas quoi. Dernière petite chose que je vous dis, si vous écoutez ceci en live, ou du moins quand ça va sortir, on relance le fameux challenge 5 jours pour créer une offre de service irrésistible. Et c'est un challenge qui a fait ses preuves depuis 2020. Je le fais à peu près une fois par an, je pense. Même pas. Des fois, ça a été un petit peu plus long que ça dépend. Là, je le filais parce que je me disais justement, l'année a commencé un petit peu en dents de scie, un petit peu rough. Et je pense que de revisiter, revaloriser son offre de service et de voir comment elle est positionnée là aujourd'hui, même si on va pas faire des gros changements, même si notre offre elle fonctionne, mais il y a comme un petit côté qui est comme juste voir comme hey, c'est comme un check-in avec ton conjoint, ta conjointe, puis de dire tu sais quoi, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, on veut-tu se reparler un petit peu, juste voir, on est-tu encore dans la même direction, on a-tu la même vision, est-ce que ça marche entre nous, on continue un autre 6 mois, ouais, ok, let's go. On retombe en amour avec notre offre. Puis c'est pour ça que je l'appelle « Pour rendre ton offre de service irrésistible ». Puis vous allez voir, c'est pas toujours pour les clients. La première personne envers qui elle doit être irrésistible, c'est nous-mêmes. Et ensuite, je vous donne une méthode, justement, des perspectives pour que vous puissiez ensuite la magnétiser pour votre audience. Donc, ces 5 jours, ça coûte presque rien, genre sérieusement, c'est vraiment une offre, c'est un de ces challenges là, que j'aime faire parce que j'aime avoir l'énergie du groupe et cette année, ça va être la première fois où en plus de chaque module du challenge sur les 5 jours, il va y avoir 5 appels de coaching dans lesquels vous allez pouvoir venir me poser des questions, puis approfondir le travail que vous allez faire. Fait qu'un petit blitz de travail qui se prend bien. Je vous laisse le lien dans les notes. Sinon, vous pouvez aller à mtamarque.com/5 jours. C'est AIMETAMARQUE.com/5 jours avec un S, 5 JOURS. Alright. Alors, contente d'avoir sorti ça de mon système, j'imagine. Je vous mets toutes les notes dont je vous ai parlé, y compris les publications que j'avais faites sur les réseaux sociaux, qui étaient quand même des bons rappels de ce que j'ai discuté ici. Je vous les mets en pièces... pas en pièces jointes. Je vous les mets dans les show notes. Et puis, on se dit à la prochaine! Salut les ambitieuses! Si tu résonnes avec le contenu que je te partage ici dans ce podcast, alors c'est que tu es prête à entrer dans l'univers de Money Brand. Money Brand, c'est mon programme unique de savoir-être entrepreneurial qui plonge avec toi autant au niveau de tes stratégies d'affaires, de visibilité et de positionnement que de ton mindset d'entrepreneur pour t'amener à assumer pleinement tes ambitions, embrasser ton identité d'experte et connecter avec les gens qui ont le plus intensément besoin de savoir qui tu es.
Money Brand, c'est pas juste un programme de coaching et des stratégies marketing, c'est aussi une communauté tissée serrée, des réflexions en profondeur, du support hebdomadaire, des rires, parfois des pleurs et des grands chamboulements qui vont te faire sentir pleinement en vie et pleinement épanoui dans ta business. Alors, si tu es prête à transformer ton entreprise en un véhicule puissant d'épanouissement qui feel aussi bien dans ta tête que dans ton cœur et ton portefeuille, la première étape, c'est de venir nous parler de toi dans le formulaire de candidature. Sache que remplir le formulaire ne t'engage absolument à rien d'autre que d'avoir un beau tête-à-tête avec ta business, ta vision et tes valeurs, en plus de te donner accès à mon atelier « Comment établir une marque à la hauteur de ton potentiel, sans compromis sur tes ambitions, ton lifestyle ou ta personnalité. » Pour envoyer ta candidature, c'est facile. Rends-toi sur aime-ta-marque.com/moneybrand. Je répète, aime-ta-marque.com/moneybrand.